donc je me retrouve directeur sécurité du Football Club de Nantes. Donc je me retrouve à voler de mes propres ailes 3 semaines après avoir pris mon poste. Certains étaient pas d'accord, et puis il y a un moment, je dis bah écoutez, il y en a un qui commande. On partait sur une reconnaissance, et puis j'étais pas du tout d'accord sur le mode opératoire. Donc je l'ai fait savoir, et puis il m'a dit écoute, si t'es pas d'accord, tu viens pas, puis Bienvenue dans notre podcast United We Conquer by Pearl. Aujourd'hui, c'est l'épisode 5 avec Olivier Fento, l'épisode 5 de la saison 5. C'est le dernier épisode avec Olivier, un épisode assez intense où on va balayer pas mal de sujets et on va courir encore quelques années avec lui, des années au cours desquelles il va être directeur de la sûreté du Football Club de Nantes, une période qui va être très intense, qui va être très intéressante pour lui également, et au cours de laquelle il va y avoir un passage qui va être un petit peu douloureux avec la perte d'un joueur qu'il connaissait très bien. Et donc Olivier va partager avec nous aussi ce passage qui n'est pas facile. Et puis Olivier aussi revient sur un épisode précédent en fait en Afrique lors d'une embuscade, il va se retrouver un petit peu contesté parce qu'il ne va pas suivre le livre de l'embuscade à la ligne, et ça ne va pas forcément plaire à tout le monde, et il va falloir à un moment donné imposer cette décision malgré la volonté de vouloir faire participer, mais bon, il y a des moments où l'autorité doit s'imposer. Olivier revient, en fait, après l'épisode nantais, Olivier revient à ses amours, puisqu'il a passé de nombreuses années en Afrique. Et bien, il y retourne, et il va retourner en RDC, et il va encore nous raconter cette nouvelle aventure africaine. Et voilà, sachez qu'aujourd'hui, Olivier travaille dans une entreprise qui fait de la sûreté et de la gestion de crise, une entreprise française qui est très réputée. Et vous allez voir qu'il y a pas mal d'enseignements qui nous partagent, de choses qu'il a apprises. Voilà, donc j'espère que cela va vous intéresser pour ce dernier épisode, et puis je vous remercie encore pour votre écoute. À très bientôt. Donc là, tu disais il y a un instant, donc à l'issue en fait de cette formation, tu trouves un job donc à Nantes, à la Beaujoire, donc pas très loin finalement de tes origines en fait. Oui, là pour le coup, je trouve un travail à 10 minutes de la maison. Donc effectivement, oui, donc je me retrouve directeur sécurité du Football Club de Nantes, donc un poste qui implique une grande partie sécurité, mais aussi une partie organisation. Et donc la sécurisation des infrastructures du club, le centre de formation à la Genelière, et puis ensuite l'organisation et la sécurisation de toutes les rencontres à domicile, et puis l'organisation et la sécurisation des matchs à l'extérieur, et notamment la sécurisation de l'équipe première, de l'équipe pro, et puis la supervision des conditions de déplacement et de sécurisation de nos supporters dans tous les matchs à l'extérieur. T'as combien de temps d'adaptation entre le moment où tu sors de l'école, tu trouves ce job, et le moment où il faut être opérationnel? T'as combien de temps? Alors j'ai 1 an entre les deux, où je suis retourné en Algérie, je fais quelques petites missions en Algérie, le temps de trouver ce travail, et je prends mon poste le 1er septembre 2017, et la personne qui était avec moi, qui devait me chaperonner au début, le 21 septembre m'annonce qu'il est nommé chef de projet du nouveau stade, et donc il sera plus disponible, et donc je me retrouve à voler de mes propres ailes 3 semaines après avoir pris mon poste. Et là, l'adaptation, c'est vraiment, vu de l'extérieur, ça me paraît être un nouveau métier, et ça se fait facilement. Ouais, alors c'est un nouveau métier, mais on revient toujours à la même chose, hein. On a les mêmes bases. Donc là, j'ai repris un petit peu ce que je savais faire. Donc on fait un audit de sécurité, on voit nos forces, nos faiblesses, et puis avant chaque match, on rédige
un ordre initial avec les tâches de chacun. J'ai eu la chance d'avoir un très bon adjoint, Francis Lunel pour pas le nommer, qui était là dans le football depuis très longtemps, qui m'a vraiment aidé et épaulé. Donc il y a aussi ça, le fait de pouvoir se reposer sur des équipes. On a, que ce soit Francis ou tous les superviseurs à l'époque, on a des gens qui ont une grande expérience, qui sont à l'écoute, qui ont vu tout de suite que je venais aussi du milieu de la sécurité, que j'avais une expérience, voilà, donc ça a facilité l'adaptation. Et puis ensuite, humainement, quand vous travaillez avec des gens qui sont sains, ça se passe bien, quoi. Et est-ce que, de manière plus large, on élargit un petit peu par rapport à la Beaujoire, par rapport à Nantes, dans tes expériences précédentes, c'est arrivé justement d'avoir des adjoints qui étaient peut-être pas forcément à la hauteur, ou en tous les cas avec lesquels ça s'est pas forcément bien passé? Ah oui, alors ça c'est arrivé, effectivement. Et dans les deux sens, j'ai eu soit des adjoints où ça se passait pas trop bien, ou même des chefs avec qui une ou deux fois ça s'est pas trop bien passé. Donc effectivement, oui, ça fait partie des choses que j'ai rencontrées dans ma carrière. Et ça se traduit comment ces moments où ça se passe pas bien? Ben en fait, moi j'ai besoin pour respecter quelqu'un, j'ai besoin qu'il connaisse son métier. Dans le livre du marin, sur la première page, c'est marqué la plus grande des immoralités, c'est d'exercer un métier qu'on ne connaît pas. Citation de Napoléon. Et donc voilà, donc les gens qui exercent un métier qu'ils connaissent pas, j'ai du mal. Et sachant que moi justement, j'ai toujours, quand j'avais quelqu'un de plus compétent que moi, même s'il était sous mes ordres, j'ai toujours écouté ou fait passer devant, puisque lui était plus compétent et en mesure de le faire. Donc j'ai pas eu de problème d'ego de ce côté-là. Et c'est vrai que quand je suis sous les responsabilités de quelqu'un de moins compétent ou d'incompétent, c'est un petit peu plus difficile, parce que certaines décisions, je suis obligé de les remettre en question, quand en plus ça peut avoir un impact important sur la mission ou sur l'opération, quoi. Est-ce qu'il y a des moments privilégiés pour s'adresser justement aux personnes pour leur dire qu'on n'est peut-être pas aligné, qu'il y a un problème? Est-ce que c'est arrivé de devoir faire ça? Ah oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et en fait, alors pour moi, la règle numéro 1, c'est de prendre les gens à part, de pas le faire devant tout le groupe. C'est la première chose. Et puis d'essayer de le faire le plus en amont possible. Soit un exercice s'est mal passé, ou une opération s'est mal passée, donc tout de suite mettre les choses au clair, ou quand on le sent pas, ou on n'est pas d'accord sur la décision, le prendre à part et lui expliquer rapidement. Ça m'est arrivé une ou deux fois où j'ai été obligé, et une fois lors d'une opération, c'est la seule fois où j'étais obligé de claquer mon grade et ma fonction en disant écoute, c'est moi qui décide, c'est comme ça, et pas autrement. On était sur une opération, et puis on devait aller taper quelqu'un dans un village, et en fait, alors la règle numéro 1, c'est on repart jamais par le chemin par lequel on est arrivé, mais quand après l'opération, sur le chemin de repli, on devait prendre un itinéraire, et en fait l'état physique de plusieurs éléments ne nous permettait pas, je jugeais que ça ne nous permettait pas de repartir par le chemin qui avait été prévu, qui était physiquement trop difficile, et les gens allaient pas suivre. Et donc j'ai pris sur moi de repartir par le même l'itinéraire par lequel on était arrivé. Donc effectivement, il y a deux de mes adjoints qui ont remis cette décision en cause. Voilà, puisque ça allait à contresens de tout ce qu'on nous avait appris. Mais j'ai estimé que au regard du contexte et de l'opération en cours, c'était le risque le moins grand à prendre pour l'intégrité physique de tous les éléments. Et donc là, pour le coup, j'ai dit c'est moi qui décide, et donc on est reparti par le chemin qu'on avait pris à l'aller. Cette situation, tu l'avais envisagée à l'avance? Est-ce que ça fait partie des cas non conformes que tu avais envisagé auparavant? Non, pas sur ce coup-là. Effectivement, là, c'est un cas que j'avais pas envisagé, que je puisse avoir plusieurs éléments qui fassent des coups de chaleur, puisqu'on avait des gens qui étaient vraiment bien formés, bien entraînés. Et là, voilà, c'est ça. Là, pour le coup, j'ai été surpris. C'est quelque chose que j'avais pas envisagé. Et il a fallu s'adapter directement. Mais oui, non, pour le coup, non, ça, je l'avais pas envisagé. Et comment ça se passe physiquement sur le terrain? Est-ce que c'est en mode très très discret, donc en fait tu rassembles tes adjoints et tu parles en chuchotant en fait à ce moment-là? Oui, on avait donc l'opération était terminée, donc on avait un dispositif de sécurité 360, et là j'ai récupéré les 3-4 adjoints qui étaient avec moi sur cette opération, et je leur ai dit écoutez, au regard de l'état physique de un tel et un tel, on
ça passera pas si on part sur le chemin qui est prévu. Donc comme celui par lequel on est arrivé est quand même plus facile d'accès, j'ai décidé qu'on partirait là-bas. Enfin, je propose qu'on parte là. Donc certains étaient pas d'accord, et puis il y a un moment, j'ai dit bah écoutez, il y en a un qui commande. Donc c'est moi, j'assumerai la décision, mais c'est moi qui décide, et donc c'est ce qu'on va faire. Parce que tu sentais qu'ils étaient autrement, en fait, tu n'arriverais pas à les avoir avec toi. Ouais, ils étaient au bout du rouleau, ils arrivaient plus, là il y avait plus d'organisation tactique, on leur avait enlevé leur équipement, même leur armement, ils arrivaient plus à porter leur arme, donc il y a un moment, voilà, le chemin de retour était trop escarpé, et donc j'ai estimé que il valait mieux utiliser un chemin plus facile d'accès, où ils auraient plus de facilité à pouvoir continuer à évoluer, que nous claquer entre les pattes en essayant d'escalader une colline. Est-ce qu'il a fallu débriefer ce moment a posteriori, en voyant un peu comme un incident quelque part, et il a fallu quand même débriefer? Oui, tout à fait. Oui, à la fin, justement, j'ai repris tout le monde, et puis j'ai dit, bah voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on aura fait la même chose? Est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce que justement on s'est réorganisé en mettant les éléments les plus forts devant, et puis en ayant quand même une sécurité auprès des gens qui étaient fatigués. Donc on s'est réarticulé. Ben voilà, on n'a pas fait un choix tactique classique. Maintenant, ça fait aussi partie. Peut-être que en face, ils s'attendaient pas à ce qu'on prenne le même chemin, pour la raison pour laquelle ils n'ont pas tendu l'embuscade. Et puis, on avait mis aussi les moyens de notre côté pour pouvoir réagir en cas d'attaque. Donc voilà. Donc finalement, voilà, on s'était bon gré mal gré, ils se sont rendus compte que il y a toujours une part de risque, mais qu'on avait pris la bonne décision. Toi, lorsque tu as été adjoint, c'est arrivé de signaler ton désaccord, de pas être en accord avec une décision ou un plan? Alors ça m'est arrivé, la première fois en fait je l'ai pas fait, donc je me suis reproché de ne pas l'avoir fait, et donc à partir de là je me suis dit qu'à chaque fois que je serais pas d'accord sur une décision, j'en ferai part à mon responsable, et puis en fonction de sa réponse, je verrai comment j'agirai. Mais après oui, quand j'étais pas d'accord, j'ai toujours fait au moins en disant bah voilà, écoute, là je suis pas entièrement d'accord, est-ce qu'on peut en discuter? Si on peut pas en discuter, bah soit j'obéis pas, mais je viens pas, et pour le coup je viens pas, mais ça m'est arrivé une fois. Mais autant voilà, au moins je fais valoir mon avis. Ouais. Il y a une fois donc où tu n'y pas allé. Ouais, il y a une fois où je suis pas allé, où alors c'était une demande de volontariat, hein. On partait sur une reconnaissance, et puis j'étais pas du tout d'accord sur le mode opératoire. Donc je l'ai fait savoir, et puis il m'a dit écoute, si t'es pas d'accord, tu viens pas, puisque c'est comme ça, je viens pas. Ça fait pas très militaire quand tu dis ça. Non, mais je pense qu'il faut être en accord avec le sens qu'on donne à son engagement. C'est obéir pour obéir. Oui, t'avais raison, on est tous morts, mais parce qu'on a suivi, quoi. Donc il y a un moment, on peut pas totalement. Effectivement, on est tous habitués à. Mais l'avantage des petites unités, justement, c'est à un moment de pouvoir dire, bah, écoutez, là je suis d'accord, là je suis pas d'accord, et si je suis pas d'accord, bon, ok, la mission prime, donc je vais y aller, mais j'ai quand même émis cette réserve, et là j'ai eu l'opportunité, puisque c'est lui qui me l'a offert, de pas venir, donc j'ai dit, puisque c'est comme ça, je vais pas. Ce qui paraît assez rare, enfin, j'ai le sentiment que c'est pas forcément commun comme situation. Non, tout à fait. Après, c'est souvent une punition en fait. Hein. Dans les unités spéciales, quand il y a une intervention pour punir quelqu'un, on lui dit bah toi tu viens pas. Donc puisque tout le monde a envie d'y aller. Mais voilà, là c'était dans un cadre particulier où j'étais totalement en désaccord avec ce qui était mis en place. On revient à la Beaujoire si ça te va. Bien sûr. Donc là, on est en 2017. 2017. Et donc tu prends ces fonctions de directeur de la sécurité du club, du foot club de Nantes. Comment ça se passe en fait? Est-ce que le directeur de la sécurité, parce qu'on sait bien aujourd'hui que c'est la sécurité, c'est quand même quelque chose de super important avec les mouvements de foule, tous les incidents, puis les attentats. Entre-temps aussi avec le Stade de France. Donc je pense que chacun a conscience de ce que représente la sécurité pour des événements sportifs aussi importants. Est-ce que c'est bien partagé au sein des équipes de direction? Alors on a la chance dans le football, en fait, le poste de directeur sécurité est obligatoire dans le règlement de la LFP, la Ligue de football professionnel. Donc déjà, c'est un poste qui a été rendu obligatoire. Tous les clubs doivent avoir un directeur sécurité. Et puis, il y a une cellule sécurité au sein de la LFP.
Et puis on a la chance, moi j'ai eu la chance à Nantes, puisqu'on coopère directement avec les autorités locales, hein, que ce soit la préfecture, la DDSP et le DDSP même, et la gendarmerie, voire la BGTA quand on est sur l'aéroport. Donc j'ai eu la chance d'avoir des très bons interlocuteurs avec qui ça s'est toujours très très bien passé. Et donc on a pu travailler en toute transparence et en très bonne collaboration. Donc, mais oui, c'est quelque chose qui a été pris en compte et qui est très très important dans la préparation des matchs. Hein. On a une réunion sécurité avant chaque match. On a des réunions préparatoires en amont, et quand donc la DNLH, la Direction nationale de la lutte contre le hooliganisme, qui est l'organisme de la police qui suit les problèmes de sécurité dans le football, classe les matchs en fonction de leur dangerosité entre de 1 à 5. Et donc au-dessus de 3, 4, 5, donc on a une réunion préparatoire obligatoire 3 semaines avant le match, avec toutes les parties prenantes de l'organisation du match. Donc oui, c'est la partie sécurité sur un match de football, quelque chose qui est vraiment bien appréhendé. Qu'est-ce que tu vas apporter en fait avec si on considère un petit peu de là d'où tu viens, avec ton expérience? Est-ce que rapidement, tu disais il y a un instant qu'il a fallu très rapidement rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu vas réussir à amener des choses que tout de suite tu identifies où il y a un besoin? Faut vraiment envisager un match de football, c'est de l'événementiel sportif, hein. Chaque match est différent, chaque contexte est différent. Donc au stade de la Beaujoire, on soit 35 000 personnes quand on est à guichet fermé. Donc j'ai amené, je pense, une vision différente de la préparation des matchs, même si les choses étaient vraiment très bien faites. Ma culture de la gestion de crise, de pouvoir réagir très rapidement, de pouvoir se réorganiser très rapidement. Et puis j'ai eu la chance d'avoir des gens qui étaient quand même très compétents, et donc d'encourager l'initiative, les prises d'initiative. Tous mes superviseurs savaient que voilà, ils n'avaient pas forcément besoin de me demander directement l'autorisation d'adapter un système s'ils pensaient que ce que eux mettaient en place était efficace. Et donc quand j'étais disponible, ils me le présentaient avant, mais ils savaient qu'ils avaient l'attitude de pouvoir le faire d'eux-mêmes, et qu'ensuite, s'il y avait besoin, je viendrais le valider. Mais voilà, j'ai vraiment eu je pense, de faire passer cet état d'esprit de la prise d'initiative, de la responsabilisation des gens, de l'importance du briefing d'avant-match, et de la sensibilisation des stadiers aux risques particuliers liés aux rencontres particulières, que chaque match est différent. Donc je pense que oui, j'ai aussi amené ça. Comment tu fais? Tu parlais justement du fait que tu avais apporté cette possibilité de prendre des initiatives pour tes subordonnés, en fait, pour tes collaborateurs. C'est quelque chose qui est vertueux, en général, qui est encouragé, mais c'est pas aussi évident que ça, parce qu'il y a cette notion de confiance, et il y a aussi des limites à définir. En fait, il faut que les gens, s'assurer que les gens aient bien compris jusqu'à où ils peuvent prendre leurs initiatives. Comment tu t'arrives à travailler ça, en fait? De deux façons. La première, c'est les entretiens individuels avec les superviseurs. On discute, et puis voilà, on voit ce qu'ils font, les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, et puis de quelle façon on peut l'améliorer. Et puis ensuite, c'est en allant sur place, en faisant le tour des tribunes, des différents accès du stade, pour se rendre compte des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et puis justement, quand on a un dispositif qui est pas forcément adapté, lui dire regarde, tu vois, là tu pourrais faire ça, tu vois, ça t'as pas besoin de me demander, ou alors tu le fais puis tu me demandes si c'est bon ou pas, si je suis pas disponible. Mais voilà, hésitez pas, si tiens, il y a tel problème, écoute, hésite pas à le régler là c'est à ton niveau, t'as pas forcément besoin de m'autorisation pour bouger de barrière. Donc il y a un état d'esprit, il y a un peu un côté, il y a une sorte de concept sur la confiance et une sorte de liberté d'initiative, mais en fait finalement il y a beaucoup d'ajustements qui va prendre du temps à mettre en place. Il suffit pas juste de le déclarer pour que ça se passe, quoi. Non, c'est sûr, mais après il y a la proximité. Moi je me souviens le premier déplacement que j'ai fait, les stadiers ils me vous voyez, je dis on va arrêter tout de suite, on va se tutoyer, même si c'est moi le chef. Voilà, on va quand même avoir des relations de proximité qui vont nous permettre de pouvoir échanger. Et puis justement, moi, ma porte elle est toujours ouverte, donc si vous avez quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à venir me voir. Et puis voilà, moi dans ce domaine-là, j'ai pas d'ego, j'ai pas la science infuse, donc si je me suis trompé, je reconnaîtrai que je me suis trompé.
Et puis si vous pensez que voilà, il y a des choses à améliorer, ben n'hésitez pas et on en parle. Donc il y a aussi le fait d'aller vers les gens en leur disant voilà, vous êtes là depuis plus longtemps que moi, hein. Moi je viens d'arriver, il y en a ça faisait 20 ans qu'ils étaient dans le club, Francis encore plus, donc voilà, moi je suis aussi là pour apprendre. Donc voilà, j'ai certaines certitudes, mais je suis aussi là pour apprendre, donc n'hésitez pas à venir, on est là pour partager nos expériences communes. Est-ce que tu as des souvenirs de choses qui se sont super bien passées, comme vraiment comme tu avais planifié, et d'autres qui se sont beaucoup même bien passées? Oui, il y en a, donc bon, y a la campagne européenne s'est bien passée. Donc ça, voilà, l'organisation des matchs à l'extérieur, à l'étranger, avec des contextes particuliers en termes de sécurité. Quand on a reçu une équipe d'Azerbaïdjan où on avait une menace drone de la part d'opposants arméniens. Donc voilà, ce genre de choses. Dans des problèmes qu'on a pu rencontrer, souvent ça a été lié à des problèmes d'effectifs, où on est quand même sur des métiers. Moi je peux à l'époque, hein, donc les gens qui travaillent comme stadier ou agents de sécurité au FC Nantes, on peut leur assurer 20 matchs par an, 20 prestations par an. Donc ils ont tous un métier à côté, et donc la priorité c'est celui qui les nourrit et pas forcément le club. Donc c'est vrai que des fois on peut avoir de l'absentéisme, pas forcément volontaire, qui fait que on a pu se retrouver en effectif moins important que ce qu'il aurait fallu, ou des mauvaises appréciations sur l'affluence du public, puisque on dimensionne le système de sécurité par rapport à l'affluence, hein. C'est un stadier pour 100 personnes à domicile et un pour 50 à l'extérieur, et donc effectivement parfois voilà, sur des estimations à 18 ou 20 000 spectateurs, et on se retrouvait à 24-25 000, on a peut-être eu voilà des moments où on avait un système sous-dimensionné qui nous a posé problème, notamment voilà sur les accès, manque de personnel féminin pour les palpations, avec voilà beaucoup de femmes, des problèmes sur les toilettes aussi, manque de toilettes féminines, donc avec des problèmes de frustration et donc d'énervement que ça peut gérer. Voilà le genre de problème qu'on a pu. Mais sinon j'ai pas de match à l'esprit où ça s'est vraiment très 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 mal passé. Ça n'a pas tourné en crise en fait. Non, on n'a pas eu j'ai pas eu de pas sur les matchs en eux-mêmes, on a eu d'autres crises à côté, mais sur des moments un peu compliqués, comme la mort d'Amy par exemple. Mais sinon non, j'ai pas de souvenir d'un match où on a été totalement débordé. Un joueur du FC Nantes, donc Emilien Osawa, qui était transféré à Cardiff, et en fait il est rentré pendant le week-end pour régler ses problèmes personnels de maison, de déménagement et autres, et puis quand il est reparti, et donc son avion s'est écrasé dans la Manche entre Nantes et Cardiff. Alors nous ça a eu un impact, déjà on le connaissait, donc ça a été un peu compliqué, et puis moi j'allais au club, et j'ai entendu dans la voiture, oui, un petit avion vient de se crasher à Cardiff, qui allait à Cardiff, donc j'ai pensé tout de suite à Amy, et là ensuite c'est chercher l'information. Tout de suite personne n'avait d'information, donc qu'est-ce qui se passe? Donc actionner le réseau, et puis avoir les joueurs qui étaient très proches de lui dans ton bureau le matin, en disant est-ce que tu as des infos, comment ça se passe, et puis après ensuite gérer la pression extérieure, parce que on était sollicité de partout pour savoir ce qui s'était passé. Donc comment est-ce qu'on gère, là c'était plus en termes de communication de crise, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas. Et puis une fois que le corps a été identifié et qu'on a eu la certitude que Amy était malheureusement décédée, il y a eu la gestion du deuil qui a été assez compliquée. Donc après, pour nous, ce qui a été compliqué, c'était la gestion du deuil. Déjà parce que Amy, je le connaissais très très bien. Ça fait partie des joueurs dont j'étais assez proche. On était assis à côté dans l'avion, donc on utilise des vols privés, hein, les clubs de football professionnels pour se déplacer. Et les joueurs sont très superstitieux, donc ils ont tous une place attitrée et qui bouge jamais. Et donc en fait, on fait rentrer les joueurs en premier, et ensuite le personnel administratif, les accompagnants, que ce soit sécurité, photographe, vidéo, kiné, intendant et autres,
on s'assoit à d'autres places, et puis une fois qu'on a une place, on n'en bouge plus. Et donc moi j'étais à l'arrière de l'avion, à côté d'Emi et de Nico Palois, et donc je le connaissais très bien, et la dernière fois que j'ai parlé avec lui, c'était quelques jours avant sa mort, et justement on avait parlé hockey sur gazon, et puisque l'équipe d'Argentine est très performante au hockey sur gazon, et puis des vertus de l'avocat, des vertus en vitamines et nutriments de l'avocat. Et donc c'est effectivement quelque chose qui nous a touchés, mais surtout donc nous on a essayé de faire notre deuil, mais le calendrier a voulu que toutes les rencontres après sa mort ce soit dans des clubs dans lesquels il avait joué, donc qui lui rendaient hommage eux pour la première fois, mais nous on a enchaîné les hommages pendant 2 mois, et donc ça a été compliqué au niveau nerveux pour les joueurs et pour le staff, et puis même pour le personnel, voilà, d'avoir à remettre des cérémonies de deuil en permanence, et donc de pas arriver à tourner la page, même si on n'a jamais tourné la page, mais voilà, d'être remis en permanence devant le fait. Donc ça c'est quelque chose qu'il a fallu gérer en interne. Et est-ce que donc dans cette gestion, quelle place tu occupais? Est-ce que il y avait une cellule qui a été mise en place? Donc on a une cellule qui avait été mise en place par le staff médical, parce qu'on a la chance d'avoir un staff médical au sein du club. Non, moi je me suis j'ai surtout travaillé sur les relations avec la gendarmerie des transports aériens pour la partie aéroport à Nantes, et puis les autorités britanniques qui s'occupaient des recherches, pour pouvoir coordonner et pour pouvoir avoir le maximum d'informations sur l'évolution des recherches, et puis ensuite l'identification et le rapatriement du corps, et puis l'organisation des funérailles à Nantes. Et au sein de l'organisation qui avait été mise en place à cette occasion, tu disais il y a un instant que c'était quand même beaucoup aussi de la communication de crise. Est-ce que toi, tu étais associé à l'élaboration des messages qui étaient adressés? Oui, on échangeait avec l'attaché de presse à l'époque. Oui, sur ce qu'on pouvait dire, ce qu'on pouvait pas dire, comment on pouvait le faire, quelles étaient les informations qu'on pouvait partager. Donc ouais, on a eu pas mal d'échanges là-dessus. Donc crise marquante. Ah oui, ça a été une crise marquante au sein du club, ouais, absolument. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui positivement ou négativement t'ont marqué à ce moment-là? Alors positivement, oui, il y a eu la victoire en Coupe de France, qui a été un moment particulier, parce que c'est pas souvent qu'on peut célébrer ce type d'événement avec vos amis, votre famille, et puis vos collègues, hein. Donc c'est vrai que ça a été un challenge pour nous d'organiser la sécurisation et l'organisation de cette finale, où la moitié du stade c'était des supporters nantais. Donc ça a été un bon moment, et que j'ai pu partager avec toutes mes équipes, puisque j'ai réussi à emmener la majorité de mes stadiers, enfin tous mes superviseurs, et une grande partie de mes stadiers au Stade de France. Donc voilà, ça a été un vrai bon moment de partage et de récompense de l'effort qui avait été entrepris par toutes les équipes. Il y avait combien de personnes en fait combien de collaborateurs en fait occasionnels ou permanents qui sont venus au Stade de France? Non, qui travaillaient pour la sécurité. Alors pour la sécurité, si on prend un match à guichet fermé, donc 35 000 personnes directement, on a à peu près 750 stadiers. Si on rajoute le personnel d'accueil, les hôtesses et le personnel de technique, qui est indirectement sous la responsabilité, puisque s'ils ont besoin d'intervenir ou s'il y a un problème, c'est nous qui prendrons la décision, on est à un peu plus de 1000 personnes. Ouais, ça fait un gros effectif, et sachant qu'en plus on collabore avec les forces de l'ordre qui sont présentes à l'intérieur et à l'extérieur du stade. Toute intervention des forces de l'ordre à l'intérieur du stade ne pouvant se faire que sur réquisition du directeur sécurité. Donc c'est pas la police qui décide d'intervenir, c'est nous qui estimons que la situation nécessite une intervention des forces de l'ordre, donc on fait appel aux forces de l'ordre. Mais c'est à nous d'évaluer, est-ce qu'on peut continuer à gérer la situation, ou est-ce qu'elle est devenue incontrôlable pour nos agents et qu'on a besoin d'un renfort des forces de l'ordre. À la différence des stades, de certains stades parisiens en tous les cas, ou des matchs de l'équipe de France par exemple, où la police est directement la préfecture
Oui, c'est la préfecture qui prend directement avec l'assistance aussi de la direction sécurité de la FFF, comme on l'a pour la finale de la Coupe de France. Parmi les différentes choses que tu as pu me raconter et qui sont un petit peu contre-intuitives, je pense à un exemple que tu citais tout à l'heure. C'est vrai qu'en général, l'alcool et les supporters, on imagine que ça fait deux, donc il vaut mieux les éloigner l'un de l'autre et donc éviter l'accès à l'alcool dans les stades. Mais des fois, en fait, on s'aperçoit que, contrairement à cette pensée un peu répandue, il y a peut-être une manière un peu plus finaude d'aborder le sujet. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, on se rend compte que on peut pas empêcher la consommation d'alcool et que le fait de l'interdire à l'intérieur du stade fait que les gens vont boire énormément à l'extérieur et on va se retrouver avec des cas d'alcoolémie assez élevés rapidement dans le stade, alors que en commercialisant de l'alcool à l'intérieur, notamment de la bière, ce qui permet de lisser la consommation sur la durée de la rencontre et donc d'éviter des états d'alcoolémie avancés. Et c'est ce qui nous a permis, nous, à partir du moment où on a rétabli la vente de bière alcoolisée dans certaines tribunes, de faire chuter de façon drastique les bagarres et incidents liés à l'alcoolémie des supporters. Quand tu fais ce genre de proposition qui est un petit peu contre-intuitive, comment c'est reçu par l'équipe de direction ? C'est reçu... c'est bien reçu si c'est bien argumenté. Voilà, donc on en revient toujours à la même chose, c'est sur la phase de préparation et d'argument et puis de conviction, en disant voilà, écoutez, moi j'ai étudié le sujet et je pense que la meilleure voie c'est comme ça. Mais c'est toujours cette préparation. J'ai un de mes chefs qui disait la fainéantise ne paye pas. Et là pour le coup voilà, c'est en préparant et en travaillant ces sujets et en étant convaincu de ce qu'on veut mettre en place qu'on y arrive. Cette équipe de direction, t'es entendu, en fait, tu peux faire des propositions, comme tu dis, argumenter. Alors il y a sur certains sujets ça a fonctionné, sur d'autres ça a moins fonctionné, parce que voilà, on n'était pas d'accord sur la ligne et sur les conséquences que ça pouvait avoir, et puis je pense sur le but en fait, c'est la vision à long terme, où est-ce qu'on veut atteindre, voilà, en tant que, et c'est peut-être la déformation militaire, voilà, quand on fait une opération, on a un but à atteindre. Voilà, l'objectif à atteindre, c'est ça. Donc, voilà, pour ce faire, je vais mettre ça en pratique. Et dans le civil, ils ont peut-être pas cette vision en disant, voilà, à court terme, il y a ça. Oui, mais le but du jeu, c'est quel est l'objectif à atteindre. Quel est l'effet que je veux obtenir. Et je mets les moyens en place pour obtenir cet effet. Et donc, voilà, on s'est pas entendu sur certains sujets, ce qui fait que je suis parti au bout de 5 ans et demi de poste au FC Nantes. Je reviens un petit peu sur ce que tu disais, quand tu parles des faits à atteindre. Donc ça, c'est très militaire, effectivement, mais c'est peut-être, ça a beau être militaire, c'est peut-être pas complètement inintéressant pour le civil. Est-ce que, au vu de toute l'expérience que tu avais précédemment, qui était lié à de la sécurité dans des pays dangereux où tu devais planifier d'une manière militaire, est-ce que l'équipe de direction avec laquelle tu as travaillé à Nantes à ce moment-là, tu penses qu'ils étaient complètement imperméables à ce genre d'approche ? Non, mais je pense après on n'a peut-être pas, on revient sur pas les mêmes expériences ou les mêmes exigences et puis les mêmes conséquences. Si je suis commercial et que je perds tous les contrats, c'est compliqué, mais si je perds un contrat, la société va pas forcément couler. Quand je fais une opération, si je la monte mal et que je perds des gens, là, voilà, c'est pas rattrapable, quoi. Donc il y a aussi peut-être cette vision de dire, nous on n'a pas le droit à l'erreur. Quand on est dans les métiers qu'on a pu faire dans les forces de l'ordre, quand on monte une opération, il n'y a pas le droit à l'erreur, quoi. Sinon on le paye cash et on le paye très très fort, et ce qui est pas forcément le cas dans les civils. Donc on n'a peut-être pas cette vision de oui, si ça marche pas là, on peut rattraper derrière, alors que nous non, on pourra pas forcément rattraper derrière, ou le coût sera trop important, et donc on n'a pas envie de le payer. Mais ça fait que, au résultat, en tous les cas, avec cette expérience-là, ce que tu constates, c'est qu'il y a un peu un manque d'unité quelque part, et de direction finalement commune à atteindre. Oui, puis d'expérience aussi. Il y a des gens qui sont capables d'assumer leurs décisions, d'autres qui veulent pas l'assumer, des gens qui préfèrent avoir une vie un petit peu plus tranquille et disant je passerai entre les gouttes et puis voilà, ma carrière se fera comme ça, et puis d'autres
qui décide, ben non, il y a des compromis où qui sont pas acceptables, que j'ai pas envie de faire, et donc soit on fait comme moi je le pense, ou sinon je m'en vais, parce que voilà, j'ai pas forcément envie de renier ce que j'ai fait, et le chemin que j'ai tracé depuis des années. Là, tu parles de toi. Là, oui, d'autres personnes, hein, je suis pas le seul, hein, moi j'ai rencontré d'autres personnes dans ce cas-là. Et donc en fait, il y a des injonctions un peu contradictoires en fait, quand tu parles de compromission ou de compromis, c'est que à un moment donné, tu as le sentiment qu'on te demande des choses qui sont mais qui sont difficilement atteignables au vu des moyens qui te sont donnés. Tout à fait. Et puis voilà, on me fixe des objectifs, ou pas forcément fixer des objectifs, mais on me reproche des faits sans me donner les moyens de pouvoir les contrer, et puis sans assumer les conséquences que pourraient avoir les décisions que je vais prendre, notamment sur la gestion des supporters, hein, qui a été le cas le plus flagrant, où on va nous reprocher les amendes qu'on prend, mais on nous met pas à disposition les moyens qui pourraient nous empêcher ou empêcher les supporters d'introduire des engins pyrotechniques dans les stades. Donc voilà, il y a un moment où on est vraiment, on a des visions diamétralement opposées. Et puis certains tolèrent, voilà, pour acheter la paix sociale, quelques débordements qui de notre côté sont pas forcément admissibles, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, pour que finalement les supporters qui payent leur place et pour que ce soit un bon spectacle pour eux, on tolère quelque part quelques débordements de manière à ce qu'ils continuent à venir au stade, quoi. Voilà, exactement. Oui, et puis voilà, donc en se disant écoute, on a les moyens financiers d'assurer, donc c'est pas très grave. C'est comme dans un bar, on dit il y a quelques bagarres, ils cassent des verres, mais ils mettent de l'ambiance et ça attire les gens, donc c'est pas grave. On casse quelques verres, on perd les verres, mais au moins derrière les gens continuent à venir parce qu'ils aiment bien l'ambiance de ce bar, quoi. C'est un peu la même chose dans un stade. Mais l'autorité qui met des contraventions, enfin qui met des PV lorsque justement il y a trop de fumigènes qui ont été tirés, etc. Cette autorité n'a pas du tout de moyens pour dire en fait il doit y avoir des indicateurs, une réduction de ce genre de phénomène. Non, parce que c'est deux organismes différents, entre l'organisme qui organise la sécurité et celui qui punit, hein, la commission de discipline. La commission de discipline, elle est juste là pour juger. Donc elle constate les faits, même si elle essaye d'être compréhensive. Et moi, j'ai toujours eu de très très bonnes relations avec eux. Ils ont toujours compris les difficultés qu'on pouvait rencontrer. Mais à un moment, ils sont obligés d'appliquer la loi, et donc ils le font. C'est plutôt du côté des instances où on n'est pas forcément et des autorités où on n'est pas forcément aidé pour pouvoir mettre en place la politique ou les résultats qu'on nous demande d'atteindre. Donc des injonctions contradictoires qui peuvent mettre mal à l'aise. Toi, tu vis ça comment en fait Moi, je le vis ça pas trop bien quand on m'empêche de travailler, et puis surtout quand ensuite on me reproche de pas arriver à endiguer certaines incivilités ou certains délits au sein du stade, alors que je propose des solutions qui sont constamment refusées. Donc à un moment donné, tu parlais de compromission tout à l'heure, donc je pense qu'on comprend bien l'idée, donc tu décides de quitter. Oui, alors je décide de quitter pour deux raisons. La première, c'est que je suis pas en accord avec certaines décisions de la direction du club, notamment dans la partie sécurité. Et puis j'ai fait le tour du métier. On a gagné la Coupe de France, on est allé en Coupe d'Europe, ce qui était totalement inespéré, et il y a peu de chances qu'on retrouve le haut niveau, et donc cette organisation là, donc on retombe dans le train, entre guillemets, le train quotidien du championnat. Donc on a atteint ce qu'on pouvait faire de mieux. Il y a peu de chances qu'on aille beaucoup mieux. En plus, on a déjà eu le problème financier avec Mediapro. Économiquement, je sens que ça va pas très bien et que ça va pas forcément dans le bon sens. Donc j'ai l'opportunité je décide de partir, et donc parce que moi je pars du principe que soit on va au travail avec le sourire, soit sinon quand on a la possibilité, tout le monde l'a pas, je juge personne quand on ne l'a pas, mais quand on a la possibilité de pouvoir quitter et chercher autre chose, il faut le faire, et donc c'est ce que j'ai fait tout au long de ma carrière.
Et question vraiment de très très naïve, entre le courage de risquer sa peau comme tu l'as fait de nombreuses fois, et celui de risquer sa réputation, est-ce que tu vois une différence entre les deux? Est-ce que toi tu l'as vécu différemment? Oui, le plus important, c'est sa réputation. Enfin, voilà, je pense que voilà, risquer sa vie, ça fait partie du métier, mais se compromettre, on a un vrai choix. Risquer sa vie, il y a une part de chance, hein, mais là, pour le coup, c'est nous qui décidons si on veut se compromettre ou pas, ou se renier ou pas. Et comme dirait un de mes camarades, on peut y arriver sans se renier, donc il n'y a aucune raison de se renier. Donc là, tu quittes le stade, donc tu as fait combien de temps 5 ans et demi. 5 ans et demi. Donc, finalement, 5 ans, c'est un petit peu tes périodes Ouais, voilà, je fais des engagements de 5 ans, ouais. Ouais, donc t'as fait quand même pas mal de temps au stade, en tous les cas pour le FC Nantes, ouais. Et là, donc, tu fais quoi? Donc, on est en 2022, donc c'est 2023, janvier 2023. Ouais. Donc, je quitte en janvier 2023, et puis j'ai un camarade qui est parti sur un projet de conservation, donc de protection de l'environnement dans un parc en République démocratique du Congo, qui me demande de le rejoindre. Donc je prends un billet, enfin il me paye un billet d'avion, je saute dans l'avion et je le rejoins. Et donc j'ai ensuite donc travaillé comme alors le poste exact c'est conseiller application de la loi. Bon, c'était responsable lutte anti-braconnage, donc au parc d'Upemba pendant 1 an et demi. Et est-ce que ça te manquait l'Afrique? J'étais content d'y retourner. Oui, là, je rentrais à la maison. Là effectivement, je me suis retrouvé en brousse, à former et à encadrer des gardes. Donc effectivement, ouais, j'étais content de retrouver la brousse. Ouais. Et alors, donc t'as fait les voyages dans les deux sens, c'est-à-dire que t'es parti de la brousse et t'es allé vers la ville, et là tu repars de la ville pour retourner vers la brousse. Absolument, ouais. Donc fini les vols privés, fini les hôtels 5 étoiles. Parce qu'on n'avait même pas l'eau courante et un tout petit peu d'électricité. Mais ouais, non, j'étais content de repartir. Là, c'est le métier que j'ai fait toute ma vie, donc là, ouais, c'est le retour aux sources. Quoi. Et donc là, tu as une équipe est-ce que c'est très très similaire à ce que tu as fait donc en République centrale africaine? Non, alors la différence c'est le niveau là. Là, pour le coup, on arrive sur des gardes qui sont là depuis très longtemps, qui ont été abandonnés. Pendant très longtemps. D'ailleurs, l'association pour laquelle je travaille s'appelle Forgotten Parks Foundation, fondation des parcs oubliés, donc qui réhabilite des parcs qui ont été abandonnés. Donc là, le parc Upemba, ça faisait 30 ans qu'il avait été abandonné. Donc on part d'un niveau relativement faible avec des gens aussi âgés, donc qui sont pas physiquement aptes au travail d'éco-garde, parce que c'est un travail qui est vraiment exigeant physiquement, et patrouiller en brousse. On a 240 gardes quand on arrive, et quand on fait les tests d'évaluation physique, en fait, il y en a 90 opérationnels. Donc là, il y a tout à reconstruire, mais bon, il y a quelques bases qui permettent de commencer à travailler correctement. Et donc c'est dans quelle région de C'est dans la région du Katanga, donc au sud-est de la RDC. Et alors, bizarrement, moi, surtout que là, aux actualités actuellement, donc on parle de RDC, plutôt donc du Nord-Est. Et moi, c'est vrai que dans l'imaginaire que j'avais de la RDC, je pensais que la région du Katanga, c'était plutôt calme. Mais visiblement, c'était pas si calme que ça. En fait, alors la région en elle-même est plutôt calme. C'est une zone minière assez riche, donc c'est plutôt calme. Mais ce qui se passe, c'est comme le parc avait été abandonné, donc on a la rébellion Mai Mai et les indépendantistes katangais qui se sont réfugiés dans le parc et qui ont été tolérés par les autorités locales tant qu'ils faisaient un petit peu de braconnage et de trafic. Donc ils exploitent des mines d'or, des mines de cuivre. Alors c'est de l'artisanal dans le parc. Et puis ils raquettent un petit peu les populations environnantes. Donc tant que ça restait à ce niveau d'incivilité, les autorités les toléraient. Et à partir du moment où nous on reprend la gestion du parc, ces gens-là on peut plus les laisser dans le parc puisque ils en profitent pour braconner, et puis les activités humaines sont interdites dans une zone protégée. Donc on va commencer à les repousser, et c'est là que le conflit armé va redémarrer. Alors quel conflit armé? Entre les rebelles Mai Mai congolais et les éco-gardes du parc. Et donc toi, t'es au cœur de donc moi, on se retrouve au cœur de. Donc moi, j'ai passé un an
un an et demi. En un an et demi, on a eu 3 morts, 3 gardes qui ont été tués. On a eu plusieurs accrochages avec les Mai Mai. On a eu une opération combinée avec les forces armées congolaises qui sont venues nous renforcer. Donc ouais, on était reparti sur le rythme que j'avais connu en RCA à l'époque. Alors tu étais content de revenir en Afrique, tu dis c'est le retour à la maison. Est-ce que t'es si content de ça, de te retrouver dans cette situation en fait Alors la situation je la connaissais, donc c'était pas trop le problème, c'est plus les moyens qui sont mis à disposition, les décisions de direction où je suis pas forcément tout le temps d'accord. C'est plus ça qui m'a gêné. Sinon non, tout le reste, oui, je me retrouve dans un environnement que je connaissais avant de partir, que j'avais accepté, donc non, de ce côté-là, il y avait aucun problème. Et est-ce que c'est ton job, il est identique à celui que tu avais fait donc précédemment en fait, tu te retrouves avec une compagnie d'éco-garde? Ouais, alors la seule différence, c'est que là, j'étais vraiment sur de la formation et de l'encadrement, mais j'accompagnais pas en patrouille. Voilà, on a un mandat qui était très clair, qui fait qu'on était vraiment là pour former, organiser et superviser toutes les opérations, mais sans y participer directement, sauf en cas d'attaque de la base où on aura dû se défendre. Mais là, pour le coup, bon, j'ai plus 25 ans non plus, donc les patrouilles longue durée avec un sac sur le dos, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà. Et puis c'était pas le mandat que nous avait confié l'État congolais. Est-ce qu'il y a des événements particuliers qui se passent pendant cette période qui te reviennent en tête? Oui, malheureusement, donc on a un premier, on a une formation qui se passe bien. On a malheureusement un premier mort sur un accrochage. Où là, voilà, ça fait partie malheureusement du destin pour Erasme qui a été tué lors d'un affrontement avec les braconniers. Et puis après, on a des décisions de la direction qui sont prises qui correspondent pas aux conseils et aux recommandations que nous on avait fait. Donc parce que j'étais en back-to-back aussi à l'époque, et donc là voilà, ça commence à remettre un petit peu en cause mon engagement, parce que voilà, moi j'ai besoin d'avoir des objectifs et puis qu'on me mette les moyens pour les réaliser. Si c'est juste présent pour être présent, voilà, ça m'intéresse pas. Tu parlais d'Erasme il y a un instant, donc c'est toi qui l'as entraîné, et il y a une partie encadrement, tu pars pas en patrouille comme tu l'expliquais. Jusqu'à quel point tu te sens impliqué? Là, on se sent impliqué sur le fait de, est-ce que on a bien fait notre travail d'instructeur, quoi. Est-ce que sa mort, elle est pas du fait d'une erreur, ou qu'il n'était pas assez préparé? Est-ce qu'on a mal évalué? Est-ce que voilà, il y a une remise en cause de ce côté-là. Après, puis on est impliqué dans le projet, puisqu'on est tous, on vit ensemble sur la base, et puis voilà, forcément, enfin, moi j'ai toujours sympathisé avec les gens avec lesquels je travaillais, donc voilà, on plaisante, on sympathise. Donc il y a des liens qui se créent. Donc effectivement, ouais, c'est un premier coup dur. Ça fait partie des choses, mais c'est jamais agréable de perdre quelqu'un. On est en 2023. Ouais. Donc on arrive tout proche de maintenant là. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu visiblement t'es pas complètement aligné avec ce que tu fais dans ce projet. Tu claques ta démission en fait, comment ça se passe? Oui, exactement, c'est en fait donc j'ai un point qui me tient à cœur sur le parc, de mon expérience, en fait, on travaille sur la réintroduction d'animaux, et pour moi le principal, c'est déjà de protéger ceux qui existent. Ils sont déjà présents, notamment les éléphants. Et on a une base qui est située sur la partie ouest du parc, et qui est implantée en dehors du parc, dans un village. Donc pour des raisons de confidentialité et de sécurité, je demande à ce que la base soit déplacée à l'intérieur du parc, pour que à chaque fois que les gardes partent en patrouille, comme ils sont dans le village, tout le monde est au courant d'un départ de patrouille, et de l'effectif, de leur direction. Voilà, il y a très peu de confidentialité sur les opérations, donc qui les rendent encore plus risquées pour les éco-gardes. Et puis le fait de pouvoir sécuriser de façon plus optimale, à l'intérieur du parc que dans un village, une case dans un village. Je sais pas pour quelle raison, hein, je suis pas entendu sur ce sujet. Et donc voilà, comme je vois que les moyens qui étaient alloués pour cette base et pour d'autres projets sont détournés vers d'autres utilisations,
Donc ça me fait prendre conscience que voilà, ce que j'essaye d'obtenir n'aboutira pas sur le court voire le moyen terme. Donc voilà, ça rend ma mission inefficace, et donc le but du jeu, moi, c'est voilà d'obtenir des résultats. Donc je vois que je peux pas en obtenir, donc je décide de quitter au mois de mai, donc en mai 2024, et la base dont je parlais est attaquée en juin 2024, un mois après, et donc il y a un des éléments que j'avais encore formé qui est tué sur cette base, donc qui malheureusement, cette attaque malheureusement m'a donné raison, et donc voilà, je romps définitivement en mai 2024 mes activités au Congo. Donc c'était les Mai Mai qui ont attaqué en fait. Oui, en fait, ce qui s'est passé, donc on avait, alors il y avait deux choses. Donc en plus de l'implantation de cette base, on avait un conflit entre population et faune sauvage où les éléphants quittaient le parc pour aller vadrouiller à l'extérieur, et notamment dans les plantations et les cultures des populations environnantes. Mais l'une des raisons, c'était le fait de l'implantation des Mai Mai sur leur couloir de transhumance à l'intérieur du parc. Donc la priorité, c'était de dégager ces Mai Mai pour que les éléphants puissent revenir. Et on faisait des opérations de refoulement où on faisait revenir les éléphants à l'intérieur du parc. Et ils ressortaient aussitôt. Donc puisque sur leur chemin, il y avait des villages Mai Mai. Donc ces opérations de refoulement d'éléphants avaient aucun sens. Hein. On perdait du temps, on perdait de l'argent, on perdait des munitions puisqu'on tirait en l'air pour les ramener, et ils ressortaient aussitôt. Donc il valait mieux se concentrer sur la sécurisation et donc de l'intérieur du parc, donc virer les Mai Mai. Et en fait, ce qui s'est passé sur cette base, c'est que donc ils étaient 10 éco-gardes en poste, et il y en a 9 qui sont partis pour faire une opération de refoulement. Donc Mustapha, malheureusement, il est resté tout seul, et il s'est fait attaquer le lendemain matin, puisque comme ils étaient dans un village, l'information a tout de suite circulé qu'il était plus que tout seul à la base. Et voilà, donc ils ont attaqué la base le lendemain matin, lui il a été tué, il y a je sais plus combien d'armes qui ont été saisies, ils ont volé des motos et du matériel, enfin voilà, donc ça a été un fiasco complet qui malheureusement était largement envisageable, et qu'on aurait pu éviter. Donc t'avais bien senti les choses avant, quoi. Je l'avais malheureusement anticipé avant. Donc tu quittes heureusement, donc là on est au mois de mai 2024, tu quittes en sachant ce que tu vas retrouver ici, ou pas, en fait, non. Tu reviens en France. Oui, je reviens en France, et là pareil, hein, on est sur une histoire de conviction, quoi. Là, je peux pas continuer à travailler dans des conditions pareilles, surtout quand le prix à payer est aussi lourd. Hein. Qu'on suive pas mes recommandations, et que c'est pas un impact trop important, ça fait partie de la vie, mais là quand ça coûte la vie de personnel, c'est moins envisageable. Donc non, je quitte sans savoir ce que je vais faire, et puis une fois de plus j'ai une bonne étoile qui me permet de rebondir aussitôt. Et donc tu rebondis dans tes fonctions actuelles, en fait. Donc je rebondis dans mes fonctions actuelles, absolument. Donc j'avais effectué entre-temps quelques petites missions ponctuelles pour une société qui s'appelle Galis, et puisque comme je faisais des rotations 2 mois, donc sur les 2 mois où j'étais en France, il m'était arrivé de faire quelques petites missions ponctuelles, et donc là, en rentrant, je contacte la société en leur disant que je suis disponible, puisque je ne retourne pas au Congo, je suis disponible pour des missions ponctuelles, et là il me propose donc un poste permanent de directeur des opérations pour la société. On va rassurer tout de suite les gens qui écoutent, c'est que bien sûr c'est un poste permanent, mais pas sédentaire, en fait. Non, c'est pas totalement sédentaire, puisqu'en fait je suis responsable des opérations du groupe, hein, France et étranger, et donc en plus de la supervision des opérations en France et en étranger, je continue à me déplacer à peu près une semaine par mois à l'étranger pour soit accompagner des clients, soit aller rendre visite à nos prestataires locaux. Et puis c'est pas dans les Caraïbes Non, ça reste toujours dans les pays assez exotiques, dans les zones d'insécurité. Ça m'est arrivé une seule fois où j'avais reçu un message de contrôle risque, et j'avais lu trop rapidement le mail, et donc c'était marqué, j'avais lu Mauritius, je dis c'est génial, je pars à l'île Maurice, et puis mon chef m'a dit non, relis bien le message, en fait c'était la Mauritanie. Donc effectivement c'était moins attrayant comme destination.